La forêt semblait retenir son souffle un instant, comme si la lune elle-même hésitait à éclairer ce qui se tramait sous les pins. Le craquement feutré d'une branche brisée fit frissonner l'air froid et rencontra la poitrine d'Alia comme une petite lame. Sa peau était si pâle que la rosée scintillait dessus comme un tissu de verre. On la voyait venir de loin et on la fuyait. Elle marchait depuis des jours, offerte au chemin, vendant ses talents de guérisseuse pour un bol de soupe, pour une couverture précaire, pour l'oubli des visages qu'il avait rejetés. Un pleur aigu perça le silence, plus animal que humain. Un son qui résonna dans ses côtes et la tira vers une clairière où gisaient traces de lutte et une petite créature au souffle court. Elle aurait pu continuer son chemin. Elle avait appris à se protéger par indifférence. Au lieu de cela, elle s'approcha et posa les mains sur le pelage en sang, sentant un courant chaud, inconfortable et ancien parcourir ses doigts. Elle comprit aussitôt que ce contact serait le point de non-retour. Lorsqu'elle sortit de l'ombre, elle trouva des empreintes plus grandes qui menaient au nord et un regard qui l'observait depuis la ligne des arbres, un regard qui allait réclamer ce qu'elle avait réveillé. La nuit suivante, des silhouettes aux silhouettes épaisses glissèrent entre les troncs comme des spectres agités. L'alpha des rôdeurs du domaine voisin, connu sous le nom de Grogna par les siens et appelé Kael par ceux qui le craignaient, avait envoyé des éclaireurs. Les rogues qui s'approchèrent en grognant portaient la lueur rusée de ceux qui prennent plaisir à briser l'ordre. Leur chef, Thane, avançait le visage barbu, la mâchoire serrée, une cicatrice blanche qui courait jusqu'à l'oreille. Ils ouvrirent une conversation sèche, des mots comme des coups. Qui a touché le cub? Qui a réveillé la marque? Alia répondit par geste, ses mains couvertes de sang et de lumière, en murmurant un nom que peu prononçaient sans peur, Lifeweaver. Le chef rit, un son creux, et ordonna que l'enfant fût emporté pour le vendre ou l'immoler à quelque chef de bande. Les sens d'Alia se tendirent, l'odeur métallique du sang, l'humidité de la terre sous ses genoux, le goût amer de la peur dans sa bouche, le souffle court du cub collé contre sa poitrine et le bruit sourd des branches craquant sous l'approche d'autres pas s'entremêlèrent en un tableau menaçant. Elle provoqua la colère des hommes en refusant de céder, et le combat qui s'ensuivit fut bref et violent. Les poings frappaient sa chair, les griffes ripaient, la douleur flamba, un goût de fer acide inondant sa bouche. Elle sut alors que son don coûtait. Chaque fois qu'elle tissait la vie, quelque chose en elle se consumait. La lutte dégénéra quand Thane voulut arracher le cub. Les yeux Alia se fermèrent un instant tandis qu'elle invoquait, presque sans mots, le fil ancien du Lifeweaver qui la traversait. La lueur bleu pâle naquit à la pointe de ses doigts. Elle sentit les fils d'une vieille étoffe se nouer autour de la blessure et du battement frêle du cœur. Les rogues hurlèrent au miracle et au sacrilège. Le cube poussa un gémissement, puis un souffle long qui évita la mort. Ce soulagement fut instantané et terrible. Une brûlure parcourut le bras d'Alia comme si l'hiver lui-même mordait ses veines. Du tissu de sa peau tombaient des lambeaux de mémoire. Une marque nouvelle prit racine sur son poignet, une cicatrice blanche en forme de rame. Les assaillants reculèrent, mais pas tous. Tan tenta un dernier coup et fut arrêté par l'arrivée brutale d'une meute plus grande, des silhouettes immenses coupées par la lune, conduites par un rugissement profond qui fit taire la forêt. C'était Kael qui venait réclamer ce qui appartenait parfois au destin. Il descendit de sa monture, ses cheveux presque blancs comme la cendre, son regard pâle comme os. Grogna le roi Alpha Albinos s'avança sans sourire et observa Alia avec une curiosité lourde de jugement. Les gardes de son domaine, menés par Marius, s'emparèrent des rogues, tandis que Kael fit un constat sec. Qui suis-tu pour toucher à la vie d'un héritier ou d'un enjeu politique? Alia expliqua d'une voix interrompue, sa respiration encore liée à la magie, que l'enfant était blessé et qu'elle n'avait fait que guérir. Kael inclina la tête comme pour mieux la jauger. Il fut frappé par la pâleur d'Alia, par la façon dont la lumière glissait sur ses veines et par quelque chose d'autre, d'ancien, qui le tira vers la compassion et la méfiance à la fois. La vieille cour du palais de Kael exhalait l'odeur d'encens et de cuir ciré, des flammes projetant des ombres longues sur les tapis usés. Les gardes posèrent l'enfant, nommé Sélène par une femme du village, sur un lit de fourrure, tandis que les healers présents, Eda et Eleb, s'approchaient pour évaluer la blessure.
Kaël ordonna de garder Alia sous surveillance. Il n'était pas homme à se laisser émouvoir sans raison. Son pouvoir en tant qu'alpha impliquait des décisions qui pesaient sur la survie de dizaines d'êtres. Il se tenait droit, imposant, mais quand il parla, sa voix fut moins rugueuse que ce que la rumeur disait. Il demanda à Marius d'apprendre ce qu'on savait d'Alia. Les questions fusèrent comme des flèches. Pourquoi avait-elle été vendue? Qui étaient ses parents? Que valait un outsider albinos dans les registres de la cité? L'orage politique grondait déjà sous la surface, car les albinos étaient souvent traités comme signes ou malédictions, et certaines familles puissantes n'hésiteraient pas à exploiter un enfant albinos pour renforcer une alliance. Kaël savait que ce cube pouvait devenir un prétexte pour hausser les tensions entre territoires voisins. Pourtant, au fond de lui, une voix plus personnelle murmura que la survie de Cube était liée à quelque chose qui le dépassait. La nuit fut longue. Alia veilla, malgré les bandages qui picotaient et la douleur qui revenait en vagues, serrant les doigts sur le petit corps frémissant. Elle entendait le pas cadencé des gardes, la respiration mesurée de Kaël quand il quittait et revenait à la chambre, le parfum d'herbe que la guilde des healers laissait sur les mains d'Eda, et la poussière froide qui mordait la fenêtre. Les dialogues furent nombreux et tendus. Kaël questionna Alia avec un mélange d'autorité et de curiosité. « Pourquoi avais-tu été vendue? Es-tu une Lifeweaver? Penses-tu connaître le prix de ton don ?» Alia répondit d'abord sèchement, puis avec des bribes de vérité, racontant la honte de ses parents, la promesse de pièces d'argent, la peur, le rejet. Marius intervint, demandant si elle était dangereuse pour la meute, si le don pouvait attirer des ennemis. Eda tempéra la conversation, parlant des lois anciennes qui protégeaient les enfants marqués et des risques d'exploitation par des maisons rivales. Kaël écouta, penché au bord du lit, sa main large reposant parfois à portée de Sélène comme pour mesurer la respiration du destin. Les dialogues durèrent, 6 échanges au moins entre les principaux protagonistes, se tordant et vibrant d'émotion, révélant crainte, calcul et premières étincelles d'une alliance improbable. La découverte de papiers mis au rebut dans le village révéla un mensonge. Alia n'avait pas été abandonnée par malice gratuite, mais vendue par des parents pressurés, la comptabilité du seigneur local montrant paiement dissimulé. Les noms surgirent, Ramek, un fermier, Jula, sa femme, le notaire Bran, le contremaître Or. Kaël plissa les yeux en lisant les documents. La politique interne du palais, représentée par Liora la scribe et Bran l'intendant, se réveilla en murmures calculés. Un conseil devait se tenir. Les ferveurs pour châtier ou pardonner se mêlaient. Kaël se trouva au centre d'un choix moral. Protéger l'outsider qui avait osé toucher une vie ou exploiter cette opportunité pour gagner allégeance auprès de familles hésitantes. Sa décision fut d'abord politique, puis lentement personnelle. Il offrit à Alia refuge au palais, non par pitié seule, mais parce que son instinct d'alpha lui disait qu'une Lifeweaver entre ses murs pouvait devenir un atout, et parce que la présence d'un cube nommé Sélène éveillait un réflexe paternel en lui qui le surprit. Le trajet vers le palais fut long et plein de sensations nouvelles pour Alia. Le souffle des chevaux, le cuir humide, l'odeur âcre du métal sur les armures, la chaleur du soleil lorsqu'il perçait la brume du matin, la sensation des mains robustes de Marius qui l'aidait à monter. Au palais, le bruit des halles, le tintement d'ustensiles et le murmure. Les domestiques l'enveloppèrent. Les healers entreprirent des soins plus sûrs, Eda parlait doucement, Eleb consultait des parchemins anciens, mentionnant des textes sur le Lifeweaver et sur le coût réel du don. Alia apprit à connaître Sélène, petite figure fragile qui cherchait la chaleur d'une voix et souriait quand ses doigts effleuraient la cicatrice en forme de rame sur le poignet d'Alia. Les gardes, d'abord sceptiques, vinrent lui parler, l'une après l'autre. Marius posait des questions pragmatiques, Ten, retenu par la captivité, grognait et cherchait à se racheter, Liora notait chaque détail, Bran distribuait des ordres, Eda donnait des onguents. Au cours des soirées, Alia sentit un lien se tisser, une tension douce et dangereuse entre le roi albinos. Le moment où tout bascula fut une confrontation plus intime qui dura et dans laquelle les dialogues furent riches. Kaël entra dans la chambre de convalescence sans frapper, la flamme d'une lanterne dessinant son profil pâle. Il parla d'abord comme un souverain, puis comme un homme qui avait perdu des choses secrètes. « Es-tu prête à t'inscrire ici ?» demanda-t-il, « à accepter un bon qui nous lierait ?» « Je n'ai rien à donner, répondit Alia. Je n'ai qu'un don et un passé vendu par des lâches. »
Et si je te disais que le bon nuirait à d'autres, que le Lifeweaver réclame un prix que tu pourrais ne pas supporter? Alia sentit son pouce se durcir. Pourquoi moi? Pourquoi moi qui avais été acheté et rejeté? Tu as choisi d'entrer dans la vie d'un cub, dit Kael. Tu as lié ta vie à la sienne sans le savoir. Les phrases coulèrent en échanges serrés, 6 à 8 répliques chacun, révélant peur, désir, tension de pouvoir, mais aussi une reconnaissance feutrée. Au terme de la conversation vint l'aveu. Kael grogna une admission inhabituelle, il avait perdu autrefois un frère par un sacrifice et il n'endurerait pas une seconde perte. Alia vit dans ses yeux la soif de réparation. La nuit prit une cadence rituelle et elle comprit que son choix serait un acte de rédemption autant que de sacrifice. 3 moments de tension s'élevèrent et s'étirèrent en triptyque de décision. Le premier fut la visite des émissaires rivaux qui exigèrent le cub comme paiement d'une ancienne dette. La scène se concentra sur bruit de bottes sur le marbre, odeur de vin, éclat froid des regards, mémoire d'une enfance où ses parents la regardaient avec honte et la douleur de choisir entre fuir ou résister. Le second survint quand le don d'Alia réagit de façon inattendue lors d'un entraînement avec les gardes. Elle tissa une vie dans une plaie profonde sur Sélène et fut submergée par des visions de terres oubliées et de voix qui demandaient la balance du prix. Là encore, la tension explosa, mêlant goût de fer, chaleur de la peau, souffle retenu et la décision de se rendre. Offrir au processus de guérison malgré la peur de se perdre. Le troisième eut lieu lors de la cérémonie préparatoire avant le rituel qui scellerait le bond entre Alia et Sélène et par extension le royaume et la lignée Alpha. Les tambours résonnèrent, la cire fondit sur la pierre, des parfums d'herbes anciennes emplirent la salle, et les murmures d'anciens textes chuchotés par Eda et Eleb évoquaient le coup. Un fragment d'existence à donner pour stabiliser l'autre. Chaque moment réussit à peser le passé contre une promesse d'avenir et à forcer Alia à se décider. Le rite fut strict, immémorial et étrangement tendre. Les gardes se formèrent en cercle, Marius tenant la lampe, Thène regardant avec une culpabilité contenue, Liora inscrivant les mots, Bran faisant signe aux serviteurs, Eda chantant des vers anciens, Eleb récitant un passage sur les Lifewavers et leurs sacrifices. Kael prit la main d'Alia et prononça des paroles d'autorité et de protection. Le ton de sa voix était à la fois alpha, c'était un ordre de la meute, et un murmure protecteur. Le bon était scellé par le contact de leur peau et par la marque qui naquit sur Alia, la même rame qui indiquait qu'elle avait donné une part de son essence. Sélène s'endormit comme si le monde acceptait le nouvel équilibre. La douleur qu'Alia ressentit fut vaste et brûlante, mais la paix qui suivit fut plus vaste encore. Elle avait offert un fragment de sa durée, un éclat de sa mémoire, et en retour, la petite fille reçut la force de grandir. L'épilogue s'étala en mois, tracé de temps et de reconstruction. Un mois plus tard, les corridors du palais portaient encore les senteurs de l'ongue et de la cire. Sélène promenait ses doigts sur la marque solide du poignet d'Alia et ria d'un rire clair qui apaisa les nuits. Les gardes surveillaient moins la porte et plus le jardin où l'enfant apprenait à courir sous l'œil taciturne mais tendre de Kael. La société craignante des faubourgs changea doucement quand des nouvelles du miracle et du sacrifice circulèrent. Marius célébrait chaque matin avec un mug de thé, Liora notait des prières de compassion et Bran organisa la distribution de vivres pour les plus pauvres. 3 mois après la cérémonie, des familles auparavant méfiantes commencèrent à amener leurs malades à la guérisseuse albinos. Eda s'arrêtait parfois pour la regarder créer Onguent et elle murmurait que la légende d'une Lifewaver, capable de stabiliser une lignée, allait transformer les lois de succession. Kael se montrait moins distant lors des audiences officielles et plus patient quand Sélène demandait un compte. La bâtisse politique du domaine se transforma lentement en un palimpseste de concessions et d'espoir. 6 mois après, un registre officiel signé par Kael lui-même nomma Alia comme dérisseuse de la maison royale et citoyenne protégée. La marque qu'elle portait n'était plus un stigmate, mais un symbole. Des gardes de matin froid escortaient désormais des caravanes d'enfants vers l'hospice que Kael ordonna de bâtir, et Sélène courait entre les bottes des volontaires, sa voix un pont entre mondes. Le sacrifice d'Alia se mua en un héritage tangible, de nouvelles lois furent discutées, des familles rétablies et des regards qui autrefois fuyaient revinrent vers la lumière.
La réputation de Kaël de roi impitoyable fut tempérée par les récits d'un homme qui avait grogné pour réclamer justice et qui avait ensuite appris à murmurer pardon. Le palis se couvrit de fleurs au printemps et la rame sur le poignet d'Alia brilla sous la pluie comme une promesse tenue. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous sentez l'héritage se tisser. Que feriez-vous à la place d'Alia? Commencez votre réponse par « je sauverai » ou « je hésiterai » et dites pourquoi. Vos mots nourrissent ces histoires et aident à imaginer ce que signifierait vivre dans un monde où donner la vie peut coûter la mémoire. Partagez vos pensées et revenez pour découvrir d'autres récits de meutes, de dons et de rites anciens. Elle avait été achetée et vendue par des parents. Elle avait donné un morceau d'elle pour une vie qui n'était pas la sienne, et pourtant son sacrifice sema une paix qui changea des lois et des cœurs. Les gardes apprirent à protéger avec douceur, les healers à respecter le prix, la meute à accueillir un outsider. Selene grandit entourée de voix qui lui dirent qu'elle était aimée, non pour ce qu'elle coûtait, mais pour ce qu'elle promettait. La dernière image resta simple et claire. Kaël, debout au bord du jardin, la main posée sur la tête d'Alia, le soleil couchant teignant leur silhouette d'un or pâle. Et la forêt reprit son souffle, transformée. Abonnez-vous pour suivre la suite de leur vie et pour raconter comment vous auriez choisi entre la perte et la délivrance. Une vie donnée n'est jamais seulement une perte, elle peut devenir une sève qui irrigue des générations.